manière de comprendre l'expérience que nous avons de la ville aujourd'hui, c'est comprendre que nous devons tous avoir un attachement, l'enracinement comme vous dites, et de l'autre côté, la ville, c'est plus que jamais la mobilité. Et que l'expérience de l'espace devient aujourd'hui la capacité à pouvoir jouer entre ces deux tensions. Et que lorsque vous avez une expérience agréable de l'espace, vous les sentez comme votre espace, c'est les quartiers qui est le vôtre, dans lesquels vous avez vos maisons, vos voisins, vous avez vos marques, vos repères, et en même temps vous gardez une grande liberté de mouvement, puisqu'on ne peut pas concevoir l'expérience de la ville aujourd'hui sans la mobilité. Bien. Dans cette équation, il est très simple, lorsque vous interrogez les gens de différents groupes sociaux en France aujourd'hui, classe moyenne supérieure au milieu populaire, et vous arrivez à faire parler l'expérience de la ville, les milieux populaires, le sentiment est toujours qu'ils sont enracinés, et trop enracinés, en fait assignés à résidence, et qu'ils ne peuvent pas bouger. Et qui se trouvent enracinés, assignés à résidence dans des quartiers qu'ils n'aiment pas. Parce que ce sont des quartiers qui vivent comme des lieux de déréliction personnelle, où l'HLM, ce n'est pas un vrai appartement, immeuble, où les écoles ne sont pas des vraies écoles, où les commerçants ne sont pas des vrais commerçants, au sentiment que la vraie vie est ailleurs. Et qu'on les a mis dans des endroits qui véritablement sont complètement déréalisés. Et la mobilité, c'est très différent pour eux, parce qu'ils ont de la difficulté à se mobiliser. Et de l'autre côté, vous avez des gens, au contraire, qui en même temps ont un enracinement plus ou moins fort, mais qui ont des libertés de mouvement très grandes. Et dans notre société, être mobile est un signe très important, pas simplement de la richesse sociale, mais aussi de la capacité d'avoir une intensité de vie. Et lorsque vous n'arrivez pas à articuler les deux choses, vous faites une expérience d'épreuve spatiale plus ou moins inégalitaire. Pensez à la fin des années 80, une des revendications premières qui a fait le mouvement des chômeurs, et qui était très jolie. Dans les ateliers au XIXe siècle, lorsqu'on a commencé les grèves, plein de fois, c'était un symbole de la lutte ouvrière, on prenait une pierre et on cassait l'horloge, pour dire à quel point, collectivement, on s'est réapproprié du temps, qui était, les maîtres du temps, c'était le patron de l'industrie. Et les mouvements des chômeurs en France dans les années 80 avaient demandé la liberté de circuler dans les territoires nationaux, une carte orange pour eux tous. À quel point la mobilité devient aujourd'hui une entrave pour les gens. Et si vous ajoutez à cela la différence des gens, de genre ou d'âge, vous comprenez que cette expérience de l'épreuve à l'espace, ce n'est pas simplement un rapport social, c'est aussi un rapport de genre et d'âge. Parce qu'on peut être vieux et pouvoir circuler facilement grâce aux cartes de crédit que vous avez tous dans vos poches, et ne pas les avoir lorsqu'on est jeune, et avoir l'énergie et pas pouvoir circuler. On peut aussi être femme et découvrir les difficultés de la mobilité dans la ville, dans lesquelles rien n'est fait pour que les femmes puissent circuler, notamment lorsqu'ils ont des enfants à bas âge. Et du coup, il ajoute les problèmes d'insécurité. Et tout cela vous fait que l'épreuve spatiale devient aujourd'hui une situation dans laquelle on est tous confrontés et qui devient une véritable expérience d'épreuve différentielle. Et si vous ajoutez, comme certains le font évidemment, les problèmes qui ont des handicaps moteurs, vous apercevez à quel point l'épreuve spatiale de l'enracinement et la mobilité va faire des configurations très différentes. Et ce n'est pas anodin, puisque nos vies se déroulent dans un endroit, et cet endroit a une signification très importante. Et du coup, tout un imaginaire de la modernité qui était associé à la ville, et tout ce que la ville apportait de liberté, de mouvement, d'énergie, etc., est associé à l'expérience de la mobilité. Et c'était ça qui rappelle quelque part cette tension. Avec une ville-monde, ville-image vers l'extérieur, et une ville vécue au quotidien, dans laquelle, entre l'une et l'autre, entre la ville valeur d'usage et la valeur ville d'échange, on a de plus en plus de contradictions. Mais ça crée des véritables frontières entre les groupes sociaux, qui se déclinent, j'insiste, pas simplement en termes de groupes sociaux, qui est très visible, aussi en termes de sexe et d'âge. Et plus vous êtes dans un quartier qui est le vôtre, que vous sentez comme les vôtres, mais plus vous gardez la possibilité d'être mobile, plus il y a un sentiment de satisfaction dans cette épreuve. La preuve la plus simple, les gens qui sont heureux dans des HLM, dans des quartiers, dit-on en France, difficiles aujourd'hui, sont les gens qui savent qu'ils peuvent partir et qui restent parce qu'ils les désirent. Et lorsque vous ne pouvez plus partir, parce que l'engrenage immobilier vous a gagné, et que vous restez sur place tout en ayant le désir de partir, vous avez un fond de sentiment de frustration sociale très grande. C'est comme partout, on ne supporte les choses que parce qu'on sait qu'on peut partir. Et Baudelaire l'a dit de manière très jolie, dans la modernité, il faut ajouter deux droits à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits de se contredire et les droits de s'en aller. C'est très bien dit.
Et la réponse qu'il peut donner un sociologue, c'est que ce n'est pas sûr que ça explose. Et c'est ça qui est... Oui, parce que, comment dirais-je, les choses n'explosent pas parce qu'ils vont mal. Une des choses qui nous enseigne la sociologie de la contestation sociale, c'est que les choses explosent lorsqu'ils commencent à aller mieux. Et que dans une société comme la France, l'Union européenne, mais aussi le monde, je vais répondre à une réponse assez vaste, la marge de manœuvre au niveau des inégalités, elle est très très vaste. Y compris parce que les politiques sociales font que tout le monde a quelque chose à perdre. Et du coup, c'est un système dans lequel distribue un peu d'argent à tout le monde. C'est une société dans laquelle les pouvoirs d'achat, faites attention là-dessus, ne cessent d'augmenter. J'ai bien dit, je ne vais pas tromper, excusez-moi, les pouvoirs d'achat continuent à augmenter en France. Évidemment, il y a une explosion des attentes. Bien sûr, il y a des très riches qui super explosent le niveau de vie. Mais globalement, les gens continuent à avoir une amélioration de leur niveau de vie. Les sentiments subjectifs, je reviens, n'est pas celui-là. Mais tout ça vous fait une situation paradoxale où en réalité les amortisseurs et les capacités d'anesthésie collective du système sont énormes. Et du coup, c'est difficile de penser que véritablement ça explose. Il peut y avoir des contestations catégorielles, des groupes qui vont améliorer la situation, etc., etc. Donc du coup, c'est très compliqué. Les inégalités se déplacent. Les principales inégalités aujourd'hui en France sont évidemment d'origine sociale, mais l'origine d'âge devient un vrai problème. Je veux dire, la pauvreté est en train d'être concentrée sur les jeunes. L'État-providence, excusez-moi, on est plutôt âgés dans cette salle, est concentré et au service de nous, les aînés, et au détriment des jeunes. Et tout ça pose des problèmes colossaux. Et les femmes, de ce point de vue, s'en sortent mieux que les jeunes. Et les jeunes, évidemment, hommes mieux que les jeunes femmes. Mais tout ça, c'est colossal. Les inégalités ne cessent de se multiplier, se différencier. Ça devient de plus en plus fractal. Et du coup, c'est plus difficile d'affronter les inégalités. Pire encore. Les inégalités explosent au niveau de la planète. Et l'Union européenne continue à être, la société et la France davantage que d'autres pays européens, à cause de l'imaginaire révolutionnaire, où l'horizon égalitaire est très forte. Plein d'autres pays, l'horizon de l'égalité disparaît, au profit d'une logique beaucoup plus méritocratique, singulariste et différentielle, que l'ordre néolibéral a beaucoup poussé. Et du coup, une exigence de l'égalité commence à devenir de moins en moins une exigence démocratique centrale. Et de ce point de vue, la France est une exception dans le monde et non pas la norme. Troisième cas encore pire. Les inégalités en termes d'études ne cessent d'augmenter partout dans le monde. Et des pays qui longtemps avaient tendance à resserrer les écarts, aujourd'hui sont en train de les voir creuser de manière épouvantable. Et les pays émergents, qui aujourd'hui commencent à devenir une vraie réalité économique très importante et extrêmement positive, se font au fond à travers des inégalités qui ne cessent de croître. Pour les dire, le panorama qui sera les nôtres les plus probables dans les 15 ou 20 ans qui viennent. Les pays du Sud émergents, pas tous, les pays émergents du Sud, vont croître, selon les économistes, ils peuvent se tromper, mais apprenons ces chiffres pour l'instant, 3 fois plus vite que l'Union européenne ou les États-Unis. 3 fois plus vite. Ça veut dire qu'en 2025-2030, il y a un véritable rattrapage de la période de la révolution industrielle. Mais ces pays, qui vont être les économies les plus importantes du monde, vont avoir en termes de revenus par tête d'habitant, sera beaucoup plus faible que ce qui existera en Europe ou aux États-Unis. Pour la première fois, et là c'est le véritable danger, les économies les plus grandes du monde n'auront pas la population la plus riche du monde. Ça veut dire que la puissance économique et militaire va être dissociée de la richesse des citoyens. Et ça, 2025, c'est demain, est un véritable défi. Et face à ces défis géopolitiques, les inégalités entre citoyens à l'intérieur des pays vont commencer à être probablement un problème anecdotique. Parce que les vraies inégalités seront transversales aux frontières nationales. Et donc, je suis un peu, comme dirais-je, j'aimerais vous donner une réponse beaucoup positive. Je crains que du point de vue de l'inégalité, les choses vont aller de pire en pire. Et vont aller de pire en pire parce que les marges de manœuvre du système sont très grandes. On a de l'argent à distribuer à tout le monde. Et du coup, tout le monde a le sentiment qu'il va perdre quelque chose. Et du coup, on ne va pas questionner la logique des inégalités. Et une société dans laquelle les revendications singulières ne cessent d'augmenter, on va tolérer les inégalités à condition de penser que j'ai le droit de rejouer ma vie plusieurs fois. Et ça, je pense que c'est en même temps très intéressant et très trouble. Ça veut dire que notre horizon de la justice était hier une égalité de conditions. Et aujourd'hui, devient une sorte d'égalité de résultats. Et entre-temps, nous considérons que ce qui est juste, c'est que si j'échoue à une épreuve, je puisse la rejouer plusieurs fois. Et tant que j'ai le sentiment qu'on me donne les moyens de la rejouer, à l'école, dans la famille, etc., je pense que je peux accepter le verdict que j'ai échoué. Et cette logique d'horizon de justice par capacité à rejouer les expériences
devient un horizon de plus en plus fort dans notre univers politique. Et pensez le monde du travail, où à bien des égards, on veut donner l'échec de la deuxième chance, de la formation continue, les divorces, etc. Une société qui organise systématiquement la possibilité que nous avons tous de pouvoir rejouer la même chose plusieurs fois. Ce qui est insupportable dans nos sociétés, ce n'est pas l'impossible, c'est les choses qui deviennent définitives. Ce que nous devons repousser, c'est le caractère définitif d'une épreuve. Et ça déplace la sensibilité politique de l'égalité vers la réversibilité des phénomènes sociaux. C'est l'irréversible ce qui aujourd'hui nous pose problème. Mais tant que l'on pense que c'est réversible, pas de problème. Pas de problème. Et ça, c'est le véritable danger. Merci. Analytiquement, et ensuite, comment je pense on peut percevoir les choses en France, y compris en faisant référence au travail que Muriel a fait référence sur la littérature que j'ai écrit avec Anne Barrère, dans lesquels nous avons pris 200 romans français contemporains, en faisant cette chose un peu incongrue, en disant, contrairement à ce qu'on dit, les romans français contemporains, en apparence les plus minuscules et anecdotiques, est une formidable invention d'une graphie pour décrire le social tel qu'on se vit aujourd'hui. Et donc la nostalgie des grands romanciers, c'est une bêtise, parce que ces romanciers, je le crois volontiers, décrivent très très bien des aspects de la vie quotidienne. On se revient d'abord analytiquement, et ensuite la situation. Jusqu'au début du XXe siècle, on a eu une conception du sujet, pour aller vite, de Descartes jusqu'à la fin du XIXe siècle, où on pensait que le sujet était les fondements du monde et qui se définissait par un rapport de soi à soi. C'était ça qui était premier. Je pense, donc je suis. Ça veut dire que le sujet est toujours les fondements du monde et que d'abord il y a la relation à soi, l'individu, dans la version qui nous donnera l'individualisme possessif britannique, et ensuite il y a le rapport aux autres. C'est Robinson. C'est la vision atomiste que la société a, la vision contractualiste. C'est très fort. Y compris chez Rousseau, qui est très contradictoire là-dessus, il accepte la fiction des individus qui vont à un moment donné entrer en association avec les autres. Ça a été très fort en Occident. On pense que d'abord on est un individu et ensuite on entre en commerce avec les autres. Analytiquement, les moments de rupture se produisent au XXe siècle. Ça a l'air bête de dire ça, mais c'était comme ça l'histoire de la pensée. Vous savez, les gens sont très étranges. On ne s'était pas rendu compte jusqu'aux années 60 que les gens avaient un sexe. C'est comme ça les sciences sociales. Les années 60, on a découvert qu'il y avait un sexe. Les années 40, on a découvert qu'il y avait une couleur de la peau. Enfin, c'est bizarre les sciences sociales, mais c'est comme ça. Bon. Il y avait une inconscient en 1900. Enfin, très étrange l'histoire de la science sociale. C'est comme ça. Donc, à ce moment-là, début du XXe siècle, on découvre qu'en réalité, l'individu que nous sommes est le fruit d'une relation avec l'autre. Que les autrui significatifs, plus tard les autrui généralisés, c'est quelque chose qui va fonder notre rapport à nous-mêmes. Que l'introspection, la réflexivité, c'est le fruit de l'intériorisation des rôles sociaux que nous regardons chez les autres. Que la relation à l'autre est première et la relation à soi seconde. L'existentialisme le dira autrement. On est existere, on est jeté dans le monde, on est ouvert par l'existence à l'univers, et c'est cela qui fait la vulnérabilité essentielle de l'individu. C'est l'ouverture constitutive de l'être qui suppose la relation que nous avons à nous-mêmes. On peut le dire, Nicolas fait référence par Castel, en parlant des supports socio-économiques. C'est-à-dire, il y a l'idée que la vulnérabilité et la relation à l'autre priment de la conception que nous avons de nous-mêmes. Et je pense que cette vision qui était longtemps analytique, aujourd'hui commence à s'imposer, et la manière la plus simple de populariser cela est évidemment le féminisme, dans lequel l'idée du cœur, tant pour les mots, la sollicitude à l'autre, devient quelque chose d'absolument central dans nos rapports aux autres. C'est une vision que les Grecs pouvaient avoir par la notion d'amitié, mais c'est un véritable bouleversement. Ça veut dire que le commerce avec l'autre, ce n'est pas quelque chose qui arrive dans une existence individuelle. C'est le fondement même du type que nous en sommes. Et du coup, ça donne une conception du politique, de l'être ensemble, du social différente. Parce qu'il n'y a pas d'abord moi et ensuite le social. La conception du soi est intimement liée à une conception du social. Et je pense que cela permet de poser différemment bien des problèmes sociaux. Pour ce qui est de la relation à l'autre, là encore, je resterai dans le cas de la France, en appuyant un peu sur la littérature ou les enquêtes que j'ai pu mener. C'est votre culture nationale, donc j'ai des choses qui ne vont pas vous étonner. Peu de pays au monde, la relation à l'autre est aussi compliquée qu'en France. Je veux dire que ça travaille la littérature, ça travaille les codes de civilité, ça travaille beaucoup l'imaginaire de ces pays, et depuis le XVIIe, pour différentes raisons. Et dans l'expérience que de l'autre font aujourd'hui les Français, je pense que la manière la plus facile d'essayer de dessiner les preuves qui constituent ces relations difficiles, c'est la quête, d'un côté,
de la bonne distance et de l'autre côté la civilité. Et je pense que les deux s'enracinent très profondément dans l'histoire de ces pays. On veut que l'autre se trouve toujours à la bonne distance, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Il y a une sorte de terreur nationale, je ne sais pas comment l'appeler, de que l'autre vous envahisse, qu'il soit un vampire, et en même temps d'une indifférence, d'un éloignement. Ce qui rend que toutes les relations sociales, et les romanciers français sont extrêmement habiles à décrire cela, est un jeu de millimètres, dans lesquels il faut bien trouver la bonne distance, trop près ou trop loin. Et du coup, tous les échanges sont modélés par ces soucis, de ne pas se faire envahir et en même temps par garder une chaleur relationnelle avec les autres. Et là encore, j'insiste, pas tous les pays, en Europe, mais ailleurs c'est encore plus facile, sont à ce point obsédés par ces problèmes de la bonne distance, de l'affaire des millimètres, mais qui sont très importants. Est-ce que je peux appeler ou pas? C'est quelle heure? Est-ce que je dérange, je ne dérange pas? Est-ce que je peux me permettre ou pas, etc. Est-ce qu'il commence à m'envahir? Est-ce que c'est correct ou pas qu'il me demande, etc. Donc, du coup, tout ce type de complications relationnelles. Et de l'autre côté, la civilité, qui est une affaire très importante. Parce qu'une société dans laquelle les rapports sociaux n'arrivent plus forcément à réguler les commerces entre les individus, c'est une société qui doit se protéger par les minimum commun dénominateurs, la civilité. Lorsque les gens sont incivils, on dit que la civilisation c'est plus possible. C'est simplement que c'est une impolitesse très désagréable. Mais dans la civilité, il a besoin de faire appel à des normes collectives, plus ou moins communes. On a le minimum commun dénominateur de ce qu'on attend des autres. Bref, dans la société française, me semble-t-il, la relation à l'autre devient une relation hautement difficile. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de la bonne distance et parce que les codes de civilité ne fonctionnent pas comme ils devaient fonctionner. Et du coup, les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent se demander, ce qu'ils peuvent attendre des autres et ce qu'il est légitime de pouvoir demander à une tierce personne. Et c'est une société, je crois, et le roman français contemporain est magnifique là-dessus. Tout tourne autour du problème des relations à l'autre. Enfin, tout tourne. Beaucoup de choses tournent dans cette capacité très fine à décrire ces difficultés extrêmes de trouver la bonne manière d'entrer en relation avec autrui. Vous regardez d'autres littératures nationales, la problématique est différente. Mais en France, la relation à l'autre est devenue véritablement problématique. Pour des raisons qui, je pense, s'inscrivent dans une longue histoire nationale. La civilité, c'est impossible de ne pas penser l'influence des codes de Versailles, qui avaient donné un code très strict aux conduites, et que toutes les conduites étaient réglementées avec, en fonction d'une préscience très forte, mais aussi l'importance qu'il y a eu dans ces pays l'étiquette. Et que lorsque tout cela explose, la barbarie fait que la civilité devient la dernière chose qu'on peut légitimement demander. Et je dirais même que derrière la civilité, on voit un conflit entre les générations. Parce qu'au fond, soyons clairs, les incivils sont toujours les jeunes. C'est-à-dire que la civilité, c'est une révolution contre-culturelle des vieux contre les jeunes. Pour nous, les vieux, imposer les codes de civilité, c'est-à-dire les codes de relations qui sont les nôtres à eux. Et eux nous imposent les leurs avec leur cri, leur bruit, leur truc, etc. Et nous ayons de réagir par la civilité. Mais nous sommes bien dans un conflit culturel particulier. Et l'autre devient un véritable problème. Quant à la relation à soi, c'est différent. C'est la manière de parvenir à articuler, et je pense que c'est de plus en plus fort, à la fois un souci de singularité et des questions existentielles. Je pense que longtemps, on a cru que dans une société moderne, on allait anesthésier, éliminer des problèmes de l'existence. L'amour, la mort, la maladie, etc. Et nous sommes dans une société qui, pour des voies diverses, nous confronte avec une brutalité incroyable à des expériences existentielles extrêmes. C'est-à-dire que la mort est omniprésente dans nos vies, la maladie est omniprésente dans nos vies, la solitude est omniprésente, les angoisses, etc. Et jamais une société, probablement, a autant brutalement placé les individus devant des épreuves existentielles sans leur donner les moyens philosophiques, moraux et sociaux pour faire face. Nous sommes des écorchés existentiels vifs. Et ça, c'est quelque chose d'assez profond dans l'évolution de notre société. C'est pour ça que je pense aussi que la notion d'épreuve rencontre mieux que d'autres notions la nature de nos expériences contemporaines du point de vue social. Dernière question. Merci Danilo. Dernière question. Ou les manuels de l'art, de la civilité, etc., les observations, les mémoires de Saint-Simon, c'est un pays dans lequel il y a eu tout le temps à la fois une passion pour l'universel et en même temps un souci très extrême pour la petite différence. Et la littérature française,
beaucoup plus que toutes les autres littératures nationales, c'est une littérature obsédée par la description des échanges sociaux, la cour, Saint-Simon, les états psychologiques associés à une position sociale, réalisme social, de Balzac à Zola. Ensuite, la manière dont l'inconscient travaille cette fiction, Proust et ce qui suit. Et aujourd'hui, l'autofiction ou les microfictions françaises, dans lesquelles la relation à l'autre travaille en profondeur. La France est un pays du regard extrêmement microscopique des uns et des autres. C'est un pays de l'analyse. Comment expliquer cela? C'est un code national, c'est un génie national avec les côtés les plus positifs et les plus obscurs qui puissent exister. Mais ça fait partie de la représentation culturelle. Le cinéma français, pourquoi il s'exporte mal? Parce qu'il est sans action et tortueux. Et parce que ça renvoie à une sensibilité nationale qui existe ailleurs, mais qui fonde un génie national. Et en même temps, jamais le cinéma ou la culture française est aussi forte que lorsqu'elle reste profondément française, c'est-à-dire universelle et particulariste. Lorsque ce regard devient la force de son modèle. De toute manière, comment dirais-je, c'est un trait culturel qui est spécifique à une histoire nationale et qui se prolonge, dans laquelle on est. Comment ça se produit? Par les fictions que vous avez regardées, par les histoires qu'on vous a racontées, par une mémoire collective. Parce que le saisissement psychologique et l'analyse des situations est naturel dans un pays et beaucoup moins un autre. Parce que les rituels sociaux ont été faibles en France, mais la capacité d'analyse interindividuelle très forte. Et tout cela fait une histoire qui se sédimente collectivement. Et donc je crois qu'il n'y a pas des identités culturelles qui flottent. C'est un long travail ordinaire et silencieux, insidieux, dans lequel on se socialise de cette manière de se regarder réciproquement. Que je pense est plus fort en France qu'ailleurs. En tout cas, du point de vue de la littérature, est assez sensible. Et si la littérature française aujourd'hui a si mauvaise presse, ou les cinémas français qui gardent une certaine tradition il y a quelques décennies, c'est parce qu'en réalité, c'est une manière de percevoir des choses par un regard assez intime qui va à l'encontre de certaines visions alternatives. Mais de toute manière, je dirais, dans le monde de la globalisation, la France ne pourra jamais gagner contre les blockbusters américains, mais on peut défendre un cinéma d'auteur, de qualité. Bon, la situation n'est pas tout à fait désespérée. Est-ce que vous le dites? On va se retrouver